t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, le temps presse. Le 9 juillet, les tarifs douaniers punitifs de Donald Trump pourraient entrer en vigueur, à moins qu'un miracle de dernière minute puisse protéger les exportateurs européens, notamment de voitures ou de produits pharmaceutiques, de répercussions qui seraient néfastes. L'Union européenne doit-elle pousser pour un accord commercial rapide ou continuer à se battre pour obtenir un meilleur compromis? Lors du sommet européen de la semaine dernière, l'Allemagne et la France étaient en désaccord sur la marche à suivre. Alors quelles sont aujourd'hui les options ? Et la marche des fiertés illégale en Hongrie, mais très suivie dans le monde entier. L'interdiction de la Gay Pride en Hongrie cette année s'est révélée être une gifle pour le Premier ministre Viktor Orban. Plus de 100 000 personnes ont participé à un événement qui s'est transformé en déclaration forte en faveur des droits de la communauté LGBTQ+, non seulement à Budapest, mais dans toute l'Europe. Alors la présence marquée de responsables politiques européens en a été le témoin. La guerre culturelle est-elle terminée ? Alors pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau François Decoster, membre du comité des régions et représentant de la famille politique Renew Europe. Bonjour François. Bonjour Maya Delabaume. Geneviève Ponce de l'Institut Europe Jacques Delors. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et Georg Rikles du think tank European Policy Center. Bonjour Georg. Bonjour. Alors merci à vous trois de nous avoir rejoints. Avant de commencer notre débat, je vous propose de faire un petit point sur la possible guerre commerciale à venir. On regarde. Depuis sa deuxième prise de fonction en janvier, Donald Trump s'est plus que jamais mis l'Union européenne à dos. À partir du 9 juillet, les produits européens destinés aux États-Unis pourraient être frappés de droits de douane de 50%, comme il en avait fait la menace. La pression exercée par Trump oblige l'Union européenne à faire des choix difficiles. Plier, tenir bon, ou même intensifier le conflit commercial. Les propositions de paix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sont restées lettres mortes à Washington, si bien que Bruxelles a récemment émis l'idée de s'associer au bloc commercial de l'Asie-Pacifique, qui comprend également le Royaume-Uni. Jusqu'à la mi-juillet, l'UE a suspendu les prélèvements sur certains produits américains afin de laisser plus de temps aux négociations. Mais désormais, le temps presse. Alors voilà, on l'entend, le temps presse, on est très proche de cette date fatidique du 9 juillet. Qu'est-ce qui va se passer exactement selon vous le 9 juillet ? D'abord, c'est un moment de vérité, tout simplement, un moment de vérité sur la volonté des Européens d'être unis, de pouvoir faire face et tout simplement incarner ce que ma famille politique, Renew Europe, demande depuis longtemps, c'est qu'on établisse réellement tous les outils de puissance. Dans ce qui est en train de se passer, il faut rappeler que les États-Unis et l'Union européenne, chacun l'un pour l'autre, sont le premier partenaire commercial dans le domaine des biens. Ça veut dire que cette guerre, c'est ainsi que vous l'avez appelée, commerciale, qui a débuté pratiquement au moment même où Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, c'est une guerre qui est beaucoup plus équilibrée qu'on ne le dit. Encore faut-il que les Européens parlent effectivement d'une même voix, dialoguent, et soient en mesure de dire deux choses. La première, c'est que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes, avec les États-Unis, des partenaires de longue date, parce que nous avons des économies qui s'intègrent l'une l'autre. François, votre scénario, ça serait quoi ? Mon scénario, c'est que nous montrions les dents. Tout simplement. C'est-à-dire que je crois que le moment est venu de dire que cette forme de guerre commerciale, elle ne peut pas être le résultat d'une gestuelle unilatérale qui viendrait uniquement des États-Unis. Il faut qu'on dise clairement ce que nous sommes prêts à faire si, effectivement, des décisions hostiles au commerce européen sont prises le 9 juillet. Alors Geneviève, votre scénario, vous, le 9 juillet, qu'est-ce qu'il faut attendre et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas unis.
ce que vous disiez en introduction. Les intérêts sont différents et les perceptions sont différentes. La France est en effet plus d'avis de résister, de ne pas se laisser faire, etc. L'Allemagne est plus dans l'idée que accepter un droit de 10%, comme l'a fait le Royaume-Uni, serait un moindre mal. Alors le problème, c'est que d'abord économiquement, ça n'est pas très bon, ni pour nous bien entendu, ni pour les États-Unis, ce que M. Trump a l'air d'oublier, mais aussi que c'est un signe de faiblesse. Donc pour nous, sur le terrain international, vis-à-vis de nos autres partenaires, c'est un mauvais signe que nous donnons. En plus, ce 10%, est-ce que ce sera 10% seulement, ou est-ce qu'il y aura en plus pour les secteurs dits sensibles ou de sécurité nationale, comme l'automobile, l'acier, la pharmacie, est-ce que ce sera pire? Donc on ne sait pas ce qui va sortir de là. Il y a une tendance actuellement de M. Merz de vouloir un accord vite. Et ce que l'on entend malheureusement, c'est qu'il serait prêt à soutenir ce 10%, qu'il y a une chance assez importante que l'on aille vers ce 10%. Et il y a par ailleurs des États comme la France qui ont davantage envie de montrer les dents. Oui, par un 0,0 tarif. Alors, il y a cette idée d'avoir, mais malheureusement, les États-Unis ne l'ont pas accepté, c'est 0,0, mais vous avez une autre idée qui était celle, je parle au passé malheureusement, d'utiliser l'instrument anti-coercition. Mais pour cela, il faut avoir pris une décision préalable à la majorité qualifiée, disant... On est dans un cas où la coercition est légitime et à ce moment-là, on peut avoir... Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Ce qui n'a pas été fait. Alors, Georg, justement, ces 10%, est-ce que c'est ce scénario-là? On va vers ce scénario-là, selon vous? Moi, je pense que la fermeté est clé. Et qu'il ne faut pas aller chercher un accord à tout prix. Trump n'est pas fiable. Nous l'avons vu au sommet de l'OTAN. Il s'est engagé... en faveur de l'Europe, en soutien à l'Ukraine. Il rentre à Washington. Le lendemain, quelques jours après, il retire les livraisons de missiles ou de défense aérienne aux Ukrainiens. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut avoir une discussion, une négociation rationnelle et faire confiance. Je pense que François parlait d'une guerre commerciale. Je pense que c'est bien plus qu'une guerre commerciale. Ce que cherche à faire Trump, c'est de réécrire les règles du système économique mondial, et deux, il est dans une logique de coercition et de négociation coercitive par rapport à tous ses partenaires, y compris les Européens. Les Européens sont pour lui une proie. Donc ça veut dire qu'il faut répliquer d'une façon difficile. Donc, il faut que les Européens soient prêts, en effet, à répliquer. Deux, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas chercher un accord avec Trump, mais comme je disais, pas à tout prix. Et je pense que c'est très important aussi de bien comprendre la stratégie, la posture de négociation de Trump. Il y a cette idée de la posture de fou calculé. Je peux tout faire, je suis prêt à tout, donc pliez-vous, acceptez ce que je demande. Mais on a aussi vu de Trump, semaine après semaine, mois après mois, que Trump est quelqu'un qui recule devant la résistance. La résistance quand il s'agit des marchés financiers, quand se pointe le spectre d'une crise de la dette, il a fait marche arrière. Quand les Canadiens l'ont résisté, il a fait marche arrière. Et je pense que ce que les Européens doivent voir maintenant, c'est que Trump, son administration, sont surmenés et surexposés. On l'a vu dans la discussion avec les Chinois. En réalité, c'est Trump qui a fait marche arrière. C'est Trump qui a dû accepter les termes du deal qu'ont mis les Chinois sur la table à Genève. Et encore plus que cela, les Chinois, ils continuent à faire pression sur l'administration américaine, maintenant sur la question des terres rares. Et en fait, on fait face à une administration américaine maintenant qui est surmenée, surexposée. Et donc l'Europe doit avoir confiance en elle-même, être prête à un accord, mais aussi défendre ses intérêts. Donc si le 9 juillet, s'il n'y a pas d'accord le 9 juillet, je me tourne vers vous François, c'est quoi la meilleure réponse de l'Union européenne en cas de non-accord? Est-ce qu'il faut tenir bon, répliquer avec des droits de douane équivalents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans une logique de bloc. Je pense que ce qui est la meilleure défense de l'Europe, c'est son unité. Et on voit bien qu'il y a dans toutes les approches du président Trump un test
de ses interlocuteurs. Georg vient de le dire, le bilan de ces premiers mois de deuxième présidence Trump n'est pas si bon que cela pour le président Trump. Il a annoncé beaucoup et obtenu finalement bien peu. Il faut que donc désormais les Européens soient en phase avec cette nouvelle réalité d'un dialogue transatlantique qui est nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire en phase avec cette nouvelle réalité ? Est-ce que ça veut dire justement tenir bon, être c'est dur ? bien sûr tenir bon, première chose. Mais être dur avec des mesures de rétorsion. C'est d'avoir un catalogue de mesures qui soit prêt. La difficulté, on le voit bien, encore une fois, c'est que l'Europe n'a pas cette capacité qu'a le président des États-Unis à dire finalement les choses très vite, de manière très forte, et finalement à incarner la décision finale. Il faut aussi qu'on apprenne de cela, à pouvoir continuer à avancer, à faire en sorte que, eh bien, face à des débats internationaux qui, du matin au soir, changent de teneur, nous soyons en capacité de répondre. Geneviève, justement, il y a des chiffres tout frais que l'on a fournis par Aster. Une taxe douanière de 20% entraînerait une perte d'1 milliard d'euros et de 17 000 emplois. Si les droits de douane atteignent 50%, les pertes s'élèveraient à 2,5 milliards d'euros et plus de 45 000 emplois rien qu'en France. Alors comment, justement, on peut éviter un tel scénario ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes chiffres, si vous les regardez, montrent que les impacts négatifs seront beaucoup plus forts aux États-Unis qu'en Europe. Avec des droits à 50%, le taux de croissance américain baisse de 3,8 points. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, il se tire évidemment dans le pied. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'ils comprennent. Alors, il y a 2-3 éléments que je voudrais souligner. D'abord, il y a un affaiblissement intérieur. Donc, les observateurs qui sont présents aux États-Unis voit qu'il y a cet affaiblissement intérieur et que son Beautiful Bill, par exemple... Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill ne passe pas. Il y a des dispositions qui ne passent absolument pas. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut garder en tête. Et je pense que, si je peux me permettre, Geneviève, je pense que c'est un point essentiel. Il faut que les Européens soient capables aussi de parler à d'autres Américains. Et de faire en sorte que ce débat-là soit aussi vivant. Le deuxième point qui est important, c'est que c'est vrai que l'Europe a un excédent dans le domaine des biens. En revanche, vis-à-vis des États-Unis, en revanche, l'Europe est déficitaire dans le domaine des services. Donc, là, on peut intervenir si ça se passe mal. Je suppose que, comme souvent dans ces cas-là, l'Europe sera plus unie. Donc si ça se passe mal, on a une chance d'aller vers la reconnaissance d'une situation où les mesures de coercition peuvent être prises. Et à ce moment-là, il y a toute une panoplie de mesures qui permettent à l'Europe de se défendre dans ce domaine des services où les États-Unis ont l'avantage. Alors justement, ça veut dire que l'impact, en gros, pour l'Europe, c'est pas forcément... Ça pénalise, mais ça ne bloque pas. Je pense que l'impact pour l'Europe est significatif. Il est considérable, il faut le prendre très au sérieux. Après, ce que dit Geneviève est 100% vrai. L'impact aux États-Unis est tout aussi grave, voire beaucoup plus grave. Et Trump s'est engagé dans une guerre à plusieurs fronts. Vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis d'autres partenaires commerciaux, mais dans une guerre interne aux États-Unis aussi. C'est son pays qui est en train de chuter. C'est pas l'Europe. Oui, il y a des difficultés significatives qu'il faut régler. Il faut se préparer au non-aboutissement de ces négociations, aux conséquences qui peuvent arriver. Mais moi, je pense que le scénario le plus probable, quand on s'approchera du 9 juillet, c'est une genre de reconduction de la trêve, la non-imposition de tous ces tarifs. C'est-à-dire qu'il va refaire un délai, on sera exactement. Ils ne sont pas en moyen de faire ce qu'ils ont annoncé. Ils l'ont déjà montré. Il y a quelques semaines, Trump a annoncé qu'il allait, au 1er juin, je crois que c'était ça la date, imposer des tarifs de 50% sur l'Europe. Quoi qu'il en soit. Que l'Europe soit dans la salle de négociation ou pas, qu'il y ait des avancées, vous aurez au 1er juin 50%. Qu'est-ce qui s'est passé Mais 24 heures après... C'est une technique de négociation aussi. Mais c'est une technique de bullying, de terreur, d'essayer de faire peur, et ainsi de suite. Et ça sera la réalité, malheureusement, qu'on aura avec l'administration Trump, pas jusqu'au 9 juillet, mais pendant ces 4 ans.
Et il faut juste avoir cette capacité. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler justement de l'impact, notamment sur les constructeurs automobiles. Nous avons voulu savoir auprès de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'ACA, à quel point une escalade des tensions commerciales serait grave. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un secteur absolument crucial pour la santé économique de l'Allemagne et de la France, les deux plus grandes économies de l'Union européenne. Alors voici ce que l'ACA nous a déclaré. On l'écoute. The impact of these tariffs on our industry, on our European manufacturing is really significant. L'impact de ces droits de douane sur notre industrie, sur l'industrie manufacturière européenne, est vraiment significatif. Nos membres subissent actuellement une hémorragie de plusieurs millions d'euros par jour pour certains fabricants en raison des droits de douane. Vous pouvez donc imaginer l'impact que cela aura sur notre industrie à long terme. Les États-Unis sont notre deuxième marché d'exportation en termes de valeur. Dans notre secteur, la prévisibilité est l'un des éléments fondamentaux sur lesquels nous basons notre activité. La situation actuelle est tout à fait contraire. Elle rend les affaires totalement imprévisibles. Nous pensons même que c'est contre-productif pour les États-Unis, car il est vraiment impossible pour les fabricants de prendre des engagements fermes en matière d'investissement, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, lorsqu'ils ne savent pas quelles seront les conditions commerciales demain, la semaine prochaine ou même l'année prochaine. Tomorrow, next week, or even next year. Alors François, on vient de l'entendre justement, on voit bien l'impact que ça a sur ce secteur qui sera sans doute le plus affecté ou l'un des plus affectés, mais de façon plus globale, cette tourmente commerciale, est-ce que selon vous, elle pourrait faire chuter l'économie européenne et déclencher vraiment une nouvelle récession dont on ne saurait pas les conséquences ? Notre interlocuteur dit clairement les choses. Et moi, je viens d'une région, les Hauts-de-France, qui est la première région française pour l'industrie automobile, où justement, cette imprévisibilité, c'est ça la grande difficulté. L'économie, c'est toujours regarder devant, c'est investir, c'est former, c'est innover. Et ce que crée Donald Trump avec cette perturbation forte de l'économie mondiale, c'est de l'imprévisibilité. On est déjà dans une époque de forte tension. Nous avons vécu la plus grande crise sanitaire, la guerre est en Ukraine, et nous avons, avec les décisions de Donald Trump et cette manière d'utiliser finalement le ton ferme dans la négociation avec des objectifs qui sont sans doute très éloignés de ce qu'il annonce dans un premier temps, qui crée beaucoup d'imprévisibilité. Par rapport à cela, c'est le langage de la fermeté qui doit rassurer aussi nos industriels. Geneviève, vous êtes d'accord justement ? Alors moi, je voudrais dire que cette question de l'imprévisibilité est vraiment fondamentale et c'est celle qui fait que Friedrich Merz, en ce moment, est prêt à un accord, même si c'est de toute façon, de toute façon, on n'a pas de bonne solution, soyons clairs. Dans cette guerre, on n'a pas de bonne solution. Donc, il est prêt à un accord, semble-t-il, à 10%, soyons prudents, parce qu'il veut que l'on mette un terme à cette incertitude, à cette imprévisibilité qui a des conséquences économiques et finalement sociales très importantes. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le président français n'est pas tout à fait sur cette ligne, Georg, parce que lui, justement, il pense qu'il faut un accord beaucoup plus sectoriel, plus concret, et avoir cette ligne dure dont on parlait au début. Moi, je trouve que les Européens, même s'il y a des différences, sont plutôt sur une ligne de calme et de fermeté. Et je pense que il faut garder ces deux dimensions. Oui, il y a des sensibilités différentes. Moi, je comprends très bien ce que dit l'ACA, ce que dit le secteur automobile. Mais est-ce que l'Europe peut être dans la posture où elle se dit on va sacrifier l'industrie pharmaceutique pour sauver l'automobile ou pour aider un peu plus le secteur de l'automobile, ou on va sacrifier nos règles numériques, la défense de la démocratie pour baisser nos tarifs par rapport des États-Unis à 10%. Je ne pense pas qu'on puisse être dans cette logique. Je comprends la question de l'imprévisibilité pour les acteurs économiques, mais l'imprévisibilité fondamentale et le problème d'investissement et aussi des flux de capitaux mondiaux se pose de manière plus dramatique aujourd'hui pour les Américains. Aujourd'hui, les grands acteurs de la finance, et ça se voit sur plein d'indicateurs, se tournent vers l'Europe. La croyance, la confiance va vers l'économie européenne. Si vous parlez aux grands fonds, les BlackRock, etc., ils se disent c'est les assets, les actifs européens qui sont sous-évalués. Le danger, c'est une dégringolade du dollar. Oui. On a aujourd'hui un changement d'état d'esprit
dans le monde financier qui démontre que aussi une position de force pour les Européens qu'on doit être capable de saisir. Je vais prendre un exemple concret aussi. Alors, est-ce qu'on peut justement créer, pardon, Georg, je vous interromps, mais on parlait dans la première vidéo justement de diversification avec d'autres pays. Est-ce que l'Europe justement peut compenser une perte de marché aux États-Unis par davantage d'échanges ailleurs dans le monde? Mais bien sûr, c'est ce que souhaitent les Européens, c'est ce qui est en train d'être fait. On évoquait le président de la République française, il rentre d'une tournée en Indo-Pacifique justement pour renforcer des liens et diversifier. On parle de l'Amérique latine et également, nous avons besoin de diversifier aussi nos marchés d'exportation. Permettez-moi de revenir sur ce que Geneviève disait en rappelant la position du chancelier allemand. La question qui se pose, c'est de savoir à qui s'adressent ces déclarations. Et c'est ça la difficulté d'une négociation, d'une prise de position vis-à-vis d'un interlocuteur unique américain. Quand le chancelier allemand parle de 10%, évidemment, il cherche à rassurer finalement aussi son économie et les acteurs économiques allemands en disant « je suis dans une position pour pouvoir retrouver une forme de prévisibilité ». Mais la difficulté, c'est que dans le même temps, il faut afficher une position de fermeté. C'est ce que fait le président de la République, le président Macron, en disant non, nous allons refuser ou nous allons imposer les mêmes droits en retour. Et donc on voit bien qu'on ne s'adresse pas nécessairement au même public, aux mêmes destinataires. Est-ce que ça vient affaiblir la position européenne? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a aujourd'hui des négociations dont nous n'avons pas totalement connaissance, qui sont extrêmement dures, parce que tout simplement, la réalité, c'est qu'il y a un équilibre du rapport des forces. Alors, si j'ai bien compris, donc, pour vous tous, c'est vraiment la ligne de fermeté européenne qui, aujourd'hui, pourra peut-être empêcher l'imprévisibilité de ces négociations. Alors, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Restez avec nous, car après une courte pause, nous parlerons des remous autour de la Gay Pride à Budapest la semaine dernière. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors, il y a quelques mois, les partis au pouvoir en Hongrie ont tenté d'interdire la marche annuelle de la Pride de Budapest par le biais d'amendements constitutionnels et législatifs invoquant une atteinte aux droits des enfants et un danger pour leur développement. Alors, nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. La marche est devenue un événement municipal auquel ont participé des dizaines de milliers de personnes, notamment des politiciens européens. La police n'est pas intervenue et aucun incident majeur n'a été signalé. Alors je me tourne vers vous, François. Déjà, est-ce que vous avez été surpris par cette participation massive ? On s'y attendait, et d'ailleurs nous y avons participé. Le groupe, vous y étiez, vous ? Le groupe Renew Europe, que je préside au Comité européen des régions. Valérie Hayer était là, la présidente de... Ça, c'est au Parlement européen. Mais le Comité des régions, c'est-à-dire la représentation des régions, des communes dans l'Union européenne, nous avons été présentes par une élue locale d'Estonie, Irina Talveste, parce que ce qui se passait à Budapest, c'était évidemment extrêmement grave pour la Hongrie, pour les Hongroises et les Hongrois, mais c'était grave pour toutes les Européennes et tous les Européens. C'est pour ça qu'il fallait y être, pour dire que l'Union européenne, c'est d'abord une union politique, avec des valeurs. On a parlé d'économie, mais là, on parle des valeurs, parce que ce qui fonde, ce qui est le socle de l'Union européenne, c'est justement le refus des discriminations, la protection de la liberté, de la démocratie. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas être un acteur, un membre à part entière de l'Union européenne. Et c'est pour ça que les leaders de Renew Europe ont souhaité, il y a quelques jours, qu'on active l'article 7 de notre traité. Geneviève, c'était une bonne chose, justement, la participation de politiciens européens. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de... Oui, mais tout à fait. On parlait de droit et on parlait d'article 7. C'est toujours très compliqué à déclencher. Ça n'a pas beaucoup d'impact réel. Alors, l'article 7 dont vous parlez, c'est vraiment l'article 7 du traité. Voilà, qui permettrait de sanctionner la Hongrie. Qui permettrait de sanctionner la Hongrie pour ne pas respecter les valeurs européennes qui sont réaffirmées dans le traité, mais aussi dans la Charte des droits. Et cette Charte des droits est désormais obligatoire. Donc, en fait, la Hongrie est en infraction par rapport au traité et à la Charte des droits fondamentaux. Mais je trouve que
je suis juriste moi-même, mais je considère que manifester politiquement et de façon très transpartisane quand même, le soutien aux libertés, à cette occasion, je pense que c'est très important ce qui s'est passé. Oui. Georg, vous êtes d'accord avec ça justement ? Le soutien aux libertés est essentiel, la défense des valeurs est essentielle. Mais que les politiciens européens soient là dans ce pays. Mais c'est le rôle des politiques. Oui. Et nous sommes dans une Union européenne où l'espace politique, l'espace public est commun. Donc oui, il faut se battre pour ce qu'on croit. Et je pense qu'Orban, oui, s'est pris un boomerang. Voilà, moi, je pense en même temps, la guerre culturelle, il faudrait que les Européens essayent d'y mettre moins d'importance dans un moment où nous sommes dans de vraies guerres. Nous faisons face à de vraies guerres, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas. Alors, on va justement parler de ce sujet de guerre culturelle, mais avant ça, concernant la participation internationale, il y avait environ 70 députés européens présents, dont Maria Walsh du Parti populaire européen, originaire d'Irlande. Nous lui avons demandé son point de vue sur la signification de la Pride de Budapest et voici ce qu'elle nous a dit. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement Budapest ou la Hongrie qui fait reculer l'état de droit. Ce n'est pas le cas. De nombreux autres pays sont concernés. Dans mon pays, l'Irlande, nous avons malheureusement perdu 2 membres de la communauté LGBTI+, il y a quelques années. Elles ont été victimes de la haine. Nous avons subi un certain nombre d'attaques dans différentes parties de l'Union européenne, et je dis souvent que c'est lorsque l'on devient complaisant que l'égalité est si durement combattue et très rapidement perdue. C'est pourquoi je pense qu'il est plus important que jamais de constamment se déplacer lors des journées comme aujourd'hui, ou même à de petites marches de la fierté. En particulier ce que l'on voit en ligne et hors ligne, et ce que l'on voit sur la scène géopolitique des États-Unis. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers en ce qui concerne les libertés et les droits fondamentaux. Alors François, justement, Georg parlait d'un boomerang pour Viktor Orban. Pour vous, quelles sont les conséquences justement pour lui ? Il se met encore une fois au banc des Européens. Il manifeste que quelque part, il ne se reconnaît pas, il ne se place pas dans le projet européen. Et c'est très grave. Je voudrais ajouter une chose, c'est que pourquoi c'était important aussi pour des élus européens d'y aller ? C'est parce qu'en allant à Budapest, ils défendent aussi ses droits, ses valeurs, aussi chez eux. Et Irina Talveste, notre collègue estonienne, quand elle est rentrée dans sa commune, elle a été attaquée par l'extrême droite, qui s'en est pris à ce déplacement, qui l'a dénoncé, qui a été très dur. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on soutienne justement celles et ceux qui, chez eux, mais aussi en allant à Budapest, défendent des valeurs qui nous sont communes. Mais est-ce que justement, Geneviève, vous pensez que Orban sera véritablement affaibli politiquement ? Ou du coup, ça l'affaiblira encore plus ? Alors moi, ce que j'espère, c'est que ça va aller dans ce sens-là. Parce que ça a été une mobilisation quand même très importante, très spectaculaire. Ça fait 15 ans qu'Orban est au pouvoir, mais il y a une échéance dans 1 an. Et j'espère que ce qui s'est passé sur la scène hongroise, à Budapest, va être une espèce d'encouragement pour les forces d'opposition qui sont là depuis longtemps. Moi, je suis allée à Budapest dans d'autres circonstances, à un moment où il était déjà au pouvoir et où vous avez toute une jeunesse urbaine très pro-européenne, cosmopolite, qui souffre sous Orban. Et elle n'est pas juste la jeunesse urbaine, cosmopolite, elle représente une partie importante de la Hongrie. Ouais, et j'espère que cette partie-là va se soulever. Justement, Georg, pour revenir un peu à Orban, il fait ce lien avec la protection de l'enfance. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce lien ? Je trouve que Orban instrumentalise beaucoup de choses. Qui, parmi nous, est contre la protection de l'enfance. Ça a beaucoup de dimensions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au nom de la protection de l'enfance, on peut bafouer des principes fondamentaux de nos sociétés et nos démocraties libérales, des principes et des valeurs fondamentaux de l'Union européenne. Donc, voilà, je pense que ce que j'essaie de dire, il ne faut pas trop se perdre de temps dans des arguments avec Orban, des discussions sur son terrain de jeu, qui est précisément ce que lui il souhaite. Alors ne pas être trop sur le terrain de jeu d'Orban et défendre les valeurs européennes, sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents et comme toujours retrouvez les dernières informations sur les questions LGBTQ ou sur la Hongrie sur les différentes plateformes d'Euronews. Restez avec nous.
Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. François Decoster du Comité des régions, Geneviève Pons de l'Institut Europe Jacques Delors et Georg Rikles du think tank European Policy Center. Alors l'été commence et il fait déjà chaud. Très chaud. Une vague de chaleur continue de s'abattre sur une grande partie de l'Europe, de l'Angleterre à la Roumanie, et les autorités locales mettent en garde la population contre des chaleurs étouffantes. Le sud de l'Espagne est particulièrement touché avec des températures dépassant les 45 degrés à Séville et dans les environs. Alors on le sait, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduites. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Justement, François, petite question personnelle, petit tour de table. Comment est-ce que vous gérez déjà la chaleur ? Cette chaleur qui est à Bruxelles depuis un certain temps. On a de la chance, notamment dans la région Hauts-de-France, finalement, d'être un peu moins touché que le sud de la France, par exemple. Mais c'est beaucoup de messages, notamment vers les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, de s'hydrater, de pouvoir aussi adapter leur mode de vie. Et finalement, mais j'y reviendrai... Geneviève, vous, Georg, comment vous gérez cette chaleur ? Alors, moi je suis là à Bruxelles, tout près du Square Montgomery, dans un appartement qui est ancien avec des plafonds hauts. Et donc, en principe, ça devrait aller bien, mais quand même, on a souffert quand même pas mal de la chaleur. Alors, les choses classiques, vous ouvrez la nuit, vous fermez les rideaux au premier rayon du soleil, vous buvez beaucoup d'eau, l'eau, les parcs, voilà. Alors, les scientifiques disent que les vagues de chaleur en juin, avec 3 jours consécutifs, au-dessus de 28 degrés, soit environ 10 fois plus probable aujourd'hui qu'avant l'ère industrielle. Est-ce que nous sommes prêts, nous, en tant que société, à affronter cela ? Vous savez, plutôt que de réchauffement, moi, j'évoquerais le dérèglement climatique. Moi, je viens d'une ville, Saint-Omer, qui a été frappée par des inondations terribles en novembre 2023, puis de nouveau en janvier 2024. En fait, il nous faut nous préparer, c'est ce que nous faisons au Comité européen des régions, à avoir des phénomènes climatiques beaucoup plus violents, brutaux, et à épisodes beaucoup plus réguliers, à fréquence plus régulière. Et donc, on a effectivement des vagues de chaleur avec des températures qui monte beaucoup plus, et puis quelques jours plus tard, on revient à des températures plus clémentes. Comment on fait pour pouvoir préparer la population de nos villes, de nos villages, de nos régions à pouvoir traverser ces épisodes-là ? C'est tout le défi. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans une ville comme Saint-Omer. Geneviève, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer, puisqu'on en entend parler de ces vagues de chaleur chaque année, chaque été, c'est la même chose. Donc, comment on prépare la société ? Alors, je crois que tout le monde, là, en ce moment, en Europe, a compris qu'on était confronté à ce phénomène et qu'il fallait réagir. Alors, vous avez d'une part des mesures d'urgence qui sont prises souvent au niveau individuel, qui est d'aller acheter une climatisation, voire un ventilateur, etc. Mais vous avez des mesures à prendre à la fois beaucoup plus sérieuses, de long terme, au niveau individuel, au niveau local, national, etc. Alors, au niveau individuel, l'isolation, c'est très important. Donc là, c'était tout ce qui concerne la rénovation thermique, etc. Il faut continuer à investir énormément là-dedans. Et puis, des moyens alternatifs à la climatisation qui elle-même n'est pas bonne pour le climat. Donc les moyens alternatifs, c'est par exemple aller prendre de l'air en profondeur. Vous avez ce genre de choses, on appelle ça le puits canadien. Vous avez toutes sortes de choses comme ça. Alors, au niveau local, vous avez tout ce qui est planter des arbres. Ça, c'est très important. Aussi, vous avez la question des sols. Il faut essayer d'enlever le béton et le macadam des sols. Il faut que les sols absorbent beaucoup plus. Vous avez toute une série de choses à faire. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, on va écouter Rafik Hamdi, qui est expert du climat urbain, qui a notamment été membre du comité scientifique pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons voulu savoir si cette vague de chaleur actuelle est normale, si elle représente une nouvelle normalité ou si le pire est encore à venir. Alors voici ce qu'il nous a répondu, on l'écoute. Les vagues de chaleur vont se multiplier. Auparavant, nous en avions une tous les 2 ou 3 étés, mais à l'avenir, il y aura au moins une vague de chaleur chaque été. Avec le changement climatique à venir, la fréquence des vagues de chaleur ne fera qu'augmenter. Nous avons constaté qu'un réchauffement global de 1,5 degré signifie une augmentation de 4 degrés à Bruxelles par rapport à la moyenne pré-industrielle. 4 degrés, c'est vraiment énorme. Nous devons faire un effort. Si nous ne le faisons pas, nous franchirons le seuil des 1,5 degrés dans la prochaine décennie.
Alors, la réponse politique de l'Union européenne est-elle à la hauteur, justement, quand on voit ces chiffres ? Déjà, je pense que c'est exactement ces chiffres qu'ils mettent en valeur. Et il faut savoir que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. Et je crois que c'est la France qui dit qu'il y a un scénario, qui est peut-être celui de base, qu'on aura une augmentation de 4 degrés en Europe d'ici la fin de ce siècle. Ce n'est pas inévitable, mais c'est bien possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois lutter contre le changement climatique et se préparer, s'y adapter. Il y a évidemment beaucoup de mesures que nous devons prendre au niveau européen en commun. Il s'agit naturellement de ce que nous faisons dans le cadre de négociations climatiques et pour changer notre modèle économique. Mais je pense qu'il y a dans ce contexte-là un grand enjeu maintenant pour l'Europe, pour l'Union européenne dans les semaines, dans les mois à venir, c'est de se doter d'un budget d'investissement. Un budget d'investissement. Nous faisons face à des besoins d'investissement assez considérables maintenant en Europe, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Pour le climat, les chiffres, c'est 400 milliards d'euros par an. Pour la défense, c'est 200 milliards d'euros par an. Pour l'innovation, c'est des chiffres comparables. L'infrastructure sociale, il faut compter aussi. Naturellement, tout cet argent ne sera pas de l'argent public ou venant de l'Union européenne, mais nous avons besoin maintenant d'un budget européen qui est capable de donner une direction et de mobiliser. La priorité justement sur le Green Deal. On a vu qu'il y avait eu justement un focus beaucoup plus grand sur la compétitivité. Est-ce que justement le fait que le Green Deal est peut-être moins une priorité aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une menace justement, François ? Clairement, parce qu'on voit bien que parfois il y a des tentations de changer de priorité brutalement. Ce qui est en train de se passer, et moi les habitants de Saint-Omer me le réclament, c'est qu'on puisse s'inscrire vraiment dans la durée, qu'on fasse les investissements nécessaires. Je prends un exemple, on vient de rénover les 3 places du centre-ville. On a justement, comme le disait Geneviève, adapté les matériaux pour pouvoir mieux absorber la chaleur et créer des îlots de fraîcheur, remettre des arbres dans la ville, un plan nature et biodiversité. C'est adapté au niveau local. Ce sont des investissements. C'est aussi vers ces investissements qu'on doit tourner les financements. Mieux se préparer à ces vagues de chaleur, c'est ce qu'on entend ici sur ce plateau. Et c'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Retrouvez tous nos reportages et toute l'actualité sur le site et l'application Euronews. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, quel que soit le sujet, écrivez-nous à bruxellesjet'aime@euronews.com ou via les réseaux sociaux. Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous suivre. À très bientôt.